Bonjour et bienvenue sur Huntington Podcast, le podcast dédié à la maladie de Huntington. Je suis Thomas et j'aide mon père depuis plus de 10 ans au quotidien. J'ai décidé d'aller à la rencontre de personnes inspirantes, malades, aidants, porteurs, personnels du corps médical, pour nous aider à comprendre et mieux vivre avec cette maladie. Tous nous expliquent les différentes étapes par lesquelles ils passent et comment ils avancent et continuent dans la vie. Ce podcast soutient l'association Huntington France, présente sur tout le territoire. Elle s'occupe de faire connaître la maladie, de financer la recherche médicale et d'accompagner les malades et leurs familles dans toutes les étapes. Je vous conseille vivement d'y adhérer pour recevoir les dernières actualités. Vous retrouverez le lien du site internet dans la description de l'épisode. Bonne écoute à tous. Bonjour Alain. Bonjour Thomas. Merci de prendre du temps pour passer dans Huntington Podcast. Aujourd'hui, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tu m'as appelé en me disant que tu pensais que ton témoignage et ton expérience pouvaient profiter aux autres. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et si tu peux un peu nous expliquer comment la maladie de Huntington est entrée dans ta vie. Oui, volontiers. C'est une longue histoire maintenant, puisque fin des années 80-90, mon épouse montrait des signes de, on va dire, d'instabilité, des moments de peut-être un peu dépression, des choses qu'on connaît tous plus ou moins, mais qui au fil du temps se sont montrées de plus en plus envahissants, on va dire, et qu'on pensait être d'un problème de caractère, de comportement, qui ont abouti à notre séparation au début des années 90. Et quelques mois après la séparation, où on m'a confié la responsabilité aussi des enfants, parce qu'avec elle, ça ne marchait plus du tout. Et ça, je tiens à le raconter, alors que c'était quand même une situation relationnelle très compliquée. Elle m'appelle et elle me dit, tu sais, je suis allée au CHU à Angers, on m'a fait un test et on a trouvé ce que j'avais, je ne suis pas folle. Mmh. Donc pour moi, c'était très significatif qu'elle portait cette question, qu'est-ce qui m'arrive, et je ne suis pas folle. Et en même temps, donc, elle m'apprend donc ce diagnostic de la maladie de Huntington, sachant tout ce que ça pouvait comporter comme pronostic, mais c'était en même temps un soulagement parce qu'il y avait un nom sur la chose et on voyait que c'était pas simplement un délire psychologique ou autre sur lequel elle se posait beaucoup de questions. Mmh. Et toi, tu pensais au départ que c'était un peu de la folie ? On le pensait tous. Je veux dire, le concept Huntington, on le connaissait pas. Donc quand on a quelqu'un comme ça qui est instable, dépression, qui veut pas en entendre parler malgré tout, qui s'entête sur des choses qui sont souvent des impasses, enfin on se pose des questions. Mais on n'a pas forcément à ce moment-là la notion d'une maladie neurodégénérative. Mmh. Okay. Qui s'avère être la cause première en fait. Ouais. Et donc ensuite après ça, t'as appris donc que t'as des enfants déjà avec elle ? Oui, 4 enfants. 4 enfants. L'histoire avec la maladie a continué puisque, là maintenant je vais parler au présent. Sur mes 4 enfants, il y en a 3 qui sont porteurs de la maladie. Ma fille aînée, qui a 47 ans maintenant, est à un stade avancé de la maladie. Il faut dire que mon épouse est décédée, elle, il y a 13 ans maintenant. D'accord. Mon ex-épouse. Voilà. Et puis voilà, petit à petit, donc ma fille aînée a été diagnostiquée. Mon fils, le plus jeune, qui a 41 ans maintenant, porte aussi la maladie. Il est avec nous, après un parcours aussi assez compliqué de ce fait-là. Il y a 2 ans, mon fils aîné, qui a 44 ans, a été aussi diagnostiqué parce qu'on a vu arriver des premiers symptômes. Voilà. Mmh. Et pour faire le tour de la question, ma fille la plus jeune, qui a 33 ans, est en train de suivre le protocole de diagnostic à Nantes. Voilà. Et là, elle est juste dans le moment où c'est la dernière étape avant la prise de sang. Et évidemment, on imagine tout ce que ça fait remonter. Tu connais très bien ce genre de situation. Ouais.
D'accord. Et malgré ça, on va dire, malgré là, les mauvaises nouvelles dont tu nous parles, j'ai l'impression que tu gardes le sourire quand même. Oui, et alors, je garde le sourire. C'est pas une posture, comme on dit, hein, c'est pas une décision. C'est plutôt, c'est de ça que j'avais bien envie de parler ensemble là. C'est plutôt, je dirais, probablement quand même une disposition dans mon rapport à la vie, hein, qui fait ça, hein, d'aimer la vie toujours malgré tout, mais quand même aussi toute une traversée, hein, tout un processus de transformation que je voudrais là de donner sous forme un peu de message. C'est-à-dire que, tu vois, tu parlais juste avant des mauvaises nouvelles. Oui, il y a j'ai connu dans les premiers mois, les premières années aussi, des phases d'angoisse, d'insomnie, d'idées fixes, hein, où on se réveille la nuit et on ressasse sans arrêt, et on se dit, voilà, il y a toutes ces mauvaises nouvelles, on les reçoit vraiment comme ça, et je vais forcer à peine le trait en disant, on développe aussi un sentiment de malheur, de malédiction, d'injustice, hein, toutes ces choses-là. Et c'est là que je dis que c'est quand même important de le transformer, parce qu'avec ça, on ne fait rien d'autre que finalement s'empoisonner. Hein. C'est vrai que c'est des choses difficiles, hein, qui se révèlent être vraiment des épreuves, et on n'a jamais trop envie que ce soit des épreuves. Mais tant qu'on reste dans cette idée d'être affligé et de subir, on n'avance pas soi-même, et on n'est souvent pas non plus en capacité d'aider, par exemple, nos enfants, parce que au fond, même si on ne dit rien, on ne fait que leur renvoyer nos états de tension ou d'abattement ou simplement d'inquiétude. C'est pour ça que je dis qu'on n'aide vraiment personne. Alors c'est facile à dire, mais oui, on arrive à ça en ayant parfois le sentiment de vraiment toucher le fond et de dire mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quand on entend les annonces successives. Ouais. Voilà. Ouais, parce que bon, je partage tout à fait ta philosophie. C'est des épreuves, des étapes à chaque fois à passer, à encaisser, avec à chaque fois, on va dire, ouais, un toucher le fond et essayer de ressortir à chaque fois. Il y a certaines semaines où on se dit qu'on n'arrivera à rien, et la semaine d'après on trouve la solution au problème qu'on avait. Voilà. Mais après, il y a certaines personnes qui n'ont pas la force, quand elles sont au fond, de remonter. Donc c'est vrai que ça, pour ça, on est tous différents. Oui, il y a une disposition personnelle, et c'est vrai qu'il y a un certain travail qu'on ne peut faire que soi-même. Hein, on est là où on est, et tous les bons discours, les plus bienveillants et tout, on les reçoit jamais que comme des discours, en fin de compte. Et si on n'est pas touché, ça sert pas à grand chose. Donc on a objectivement un travail à faire. Néanmoins, la vie montre quand même que dès qu'on veut bien se tourner vers justement vers autre chose que notre propre prostration, des fois, il y a tout de suite des signaux, des présences très très fortes qui sont là, qui sont bienveillantes et qui peuvent aider et qui comprennent. Et là, je dirais, il n'y a que des bonnes surprises. Hein, de ce côté-là. C'est incroyable ce qui se manifeste. Et on oserait presque dire que la vie devient plus riche dans ces épreuves-là. Oui, c'est sûr, on en ressort grandi, mais moi je parle souvent à des personnes pour les aider à remplir le plus souvent leur dossier NDPH. Oui. Alors il faut reconnaître que c'est compliqué, hein. Souvent on a l'impression d'entrer dans une forêt vierge et on n'arrive pas à s'orienter. La difficulté que j'ai rencontrée par rapport à ça, cet aspect administratif, c'est le fait que la personne concernée a du mal à s'investir là-dedans. C'est marrant pour personne, hein, remplir des feuilles où on te pose des questions, tu sais pas toujours trop quoi. Mais du fait que la maladie, elle a quand même un impact assez fort
sur, disons, toutes ses capacités à se diriger là-dedans et à se mettre en route pour faire face à cette complexité. Là, j'ai connu des situations, oui, de détresse assez difficiles, en disant, mais enfin, il faudrait faire telle ou telle démarche, vas-y. Et tant que la personne concernée n'a pas encore délégué ce travail-là, c'est compliqué. C'est compliqué. Outre donc la complexité du système administratif, il y a la prise en main, voire la prise en charge par des gens capables d'aider, assistantes sociales ou autres. Voilà. Et toi, aujourd'hui, sur l'administratif de tes enfants, c'est toi qui gères ? Alors, on a des cas de figure très différents. Pour ma fille aînée, il y a une curatrice qui a pris les choses en main. Pour mon fils le plus jeune qui est ici, on est en train de faire un dossier de demande de curatelle. Parce que j'estime que j'ai aussi beaucoup trop à faire, et s'il y a quelqu'un qui peut coacher un petit peu tout cet aspect plus administratif, pour moi c'est un soutien important. Je dis ça simplement, mais en fait ça aussi j'ai dû l'apprendre. Cet entêtement qu'on peut avoir de dire mais de toute façon je vais y arriver, je gère, et à un moment on se pose quand même la question jusqu'où je gère et dans quoi je mets mes forces, mes énergies en priorité. Donc là je pense que c'est important aussi. Il y a des gens pour qui ça ne pose pas de problème de monter un dossier, d'accompagner une démarche. Voilà, donc ne pas hésiter à ça. Et juste pour bien comprendre, ta fille, ton aînée, elle vit avec toi ? Elle est dans un petit studio qui est en location, et il y a un dispositif très conséquent autour d'elle. Sachant que maintenant elle est pratiquement toujours alitée, mais on a le kiné qui vient plusieurs jours par semaine, on a l'orthophoniste qui se déplace, et puis des personnes qui aident à domicile pour la toilette, pour manger. Il y a les infirmières. Enfin, c'est très conséquent, et là ça demande un gros travail de coordination notamment. C'est là, et ça je pense que tu connais bien cette question, d'avoir des horaires où pendant un temps elle voulait rester quand même toute seule, et là on le respectait. Maintenant il est clair que si elle reste seule, elle se met en danger. Donc petit à petit, avec les allers-retours, avec la MDPH et ainsi de suite, c'est des accompagnements qu'il faut mettre en place. Voilà. Et puis sinon, donc mon fils le plus jeune, il habite chez moi ici, aussi dans un studio à Marseille. Je l'héberge. Et là, c'est toute la question du repli sur soi. C'est-à-dire que pendant un temps, il était encore assez autonome, mais au fond, il n'y était plus du tout. Ce qui fait qu'il garait sa voiture n'importe où, et il y a eu des milliers d'euros d'amende parce que sa voiture était en plein milieu d'un carrefour, et lui, il voulait rien entendre. Il disait non, ça va, ça va. Et puis laissez-moi tranquille, et je suis bien comme ça, et ainsi de suite. Donc là, maintenant, il est quand même autonome parce qu'il a un espace à lui, mais il est tout proche, et l'accompagner pour un rendez-vous chez le médecin, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui est faisable. Et là, ce qui est important, c'est aussi de ne pas se sentir impuissant. Il n'y a rien de tel que quand on constate quelqu'un de proche comme ça, qui est quand même en situation difficile, on sait qu'il se nourrit avec du café et des cigarettes, et puis pratiquement rien d'autre, et on ne peut rien faire. Là, ça, c'est des situations de détresse qu'on partage aussi. Ok, donc toi, ton fils, il en est à cette étape-là, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, moi, avec mon père, quand il en était à se nourrir que de cigarettes et d'alcool, j'ai réussi petit à petit à intégrer un service de livraison de repas à domicile
ce qui faisait qu'il n'avait plus du tout besoin de se soucier en fait de se préparer à manger. Toi, t'as pas encore réussi à faire ça. Alors là, c'est ce que tu évoques, pour moi, c'est la question de l'intrusion. L'intrusion, c'est-à-dire quand la personne est dans le déni et même parfois d'une façon, agressive, ça peut arriver, te dit mais non, fichez-moi la paix, moi je suis bien comme ça, hein, vous ne devez pas rentrer dans ma vie comme ça. Hein. Donc là, on a appris qu'il fallait être patient. Hein. Parfois avec quand même un certain dépit, quand j'ai à certains moments demandé des aides d'assistante sociale ou autre, où on a la limite de la protection de la personne, c'est-à-dire on ne peut pas s'ingérer dans sa vie. Hein, tant qu'elle n'est pas un minimum consentante et qui quand même où tu te dis mais alors au fond c'est le moment où la personne est vraiment en danger qu'on peut avoir le moyen de justement d'apporter quelque chose. Ça c'est une drôle de question pour moi. Hein, dans ce cas de figure. Hein, là, c'est un cas particulier avec mon fils. Hein, il a vraiment ce profil-là. Donc, petit à petit, on y va. Il y a des moments où il finit par baisser la garde, par accepter quand même. Mais on ne peut pas aller plus vite que lui. Hein, il faut s'adapter et être toujours dans cette espèce de jauge là, d'équilibre entre là où il autorise quand même un minimum d'ingérence jusqu'au moment où il le ressent pas trop comme une intrusion. Voilà. Et on fait évidemment tout ce qu'il faut pour que ça soit pas une violence. Mais ça, c'est un problème quotidien, heure par heure, à gérer. Non, mais je suis d'accord. Moi, je trouve que ces moments-là, l'étape où est ton fils, c'est sûrement l'étape, pour moi, la plus dangereuse pour lui-même, en fait. C'est parce qu'il a encore les capacités de faire des choses, mais de les faire qu'il mette en danger, en fait. Et donc voilà, et on peut pas en même temps on peut pas aller plus vite que lui, donc voilà, ça demande du temps. Voilà. Ma question sur ce que tu nommes là comme une étape, c'est de dire mais quelle est la durée d'une étape comme ça ? Parce qu'au fond, maintenant, ça fait 13 ans qu'il a été diagnostiqué. Ça fait, on va dire, un peu moins de 10 ans. C'est très dur de dire quand les signes apparaissent, puisque ça apparaît tout doucement. Mais ouais, ça fait quand même quelques années que la maladie se manifeste et avec un aspect psychologique important. Et là, en fait, tu sais pas comment petit à petit tu entres dans le processus de l'accompagnement. C'est ça qui est difficile. Et donc cette étape, oui, ça fait quand même quelques années qu'elle dure. Là, il semble quand même que ces derniers mois, voire ces toutes dernières semaines, on entre quand même, grâce à son médecin traitant, dans vraiment une possibilité d'accompagnement. Mais là, je passe à l'autre sujet, c'est mon fils aîné, qui est donc dans la région de Rodez maintenant, où là, c'est absolument l'inverse. C'est-à-dire que, je vais raconter la situation, il y a 2 ans, comme on se retrouve toujours au moment des fêtes de fin d'année, en famille, frères, sœurs et tout. Et puis là, je lui dis à un moment donné, Cyprien, écoute, il y a quand même des signes d'excitation nerveuse et tout. Écoute, il faut regarder ça. Il faut regarder ça. Alors là, je dis d'une manière détachée, mais on sent que quand on ouvre cette réflexion-là, c'est en même temps acter déjà des hypothèses. C'est vraiment un moment très difficile. Mais lui, par exemple, donc là, on était, tout début janvier. Dès le mois de février, il a eu le résultat de son diagnostic, puisqu'effectivement, il manifestait des signes. Il n'a pas dû attendre tout le protocole qui peut durer un an. Voilà, il dit oui, ça y est, c'est confirmé. Et tout de suite, alors lui, il est proactif.
il a fait les démarches et l'assistante sociale et les réseaux. Il s'est mis lui-même avec la correspondante de Huntington France dans la région là-bas, et l'orthophoniste et le kiné. Ça y est, tout ça c'est parti. Et il continue à faire son jogging tous les jours. Il fait la capoeira et il a plein de copains autour. Voilà, c'est un autre cas de figure. Hein? Écoute, c'est comme quoi tout le monde est différent, hein, comment il réagit. Bon, lui, il avait peut-être, de par sa mère et sa sœur aînée, il l'avait peut-être déjà intégré. Il avait déjà réfléchi à la question, sûrement. Oui. Alors voilà. En fait, oui et non, parce que on peut dire qu'ils ont tous réfléchi à la question, puisqu'ils ont accompagné leur mère. Et oui, je parlais avec une amie là récemment. Oui, je repense à ma fille qui avait 13-14 ans, qui allait nourrir sa mère à la petite cuillère quand elle faisait des visites et tout. Donc ils ont tous eu ça. Mais là, ce qui ressort vraiment, c'est que chacun réagit différemment. Chacun a une capacité de se mettre en face ou pas, de se mettre aussi en position de déni. C'est vraiment très étonnant. Là, on se pose la question de qu'est-ce qui est donné, en fait, dans le caractère, et puis qu'est-ce qui peut être donné par tout ce qu'on peut mettre en place autour, aussi. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que toi, t'as changé dans ton quotidien, et surtout au point de vue... on va dire, est-ce que tu as dû adapter ton domicile pour pouvoir recevoir tes enfants? Est-ce que tu as fait des changements comme ça? Oui, sur le plan matériel, et puis sur le plan de l'organisation de ma propre vie, sachant que... moi, je suis d'un tempérament assez actif et je me suis jamais résolu à abandonner mes activités professionnelles ou associatives ou même de loisirs. Je me suis dit que là, il fallait que je préserve aussi quelque chose pour moi. Donc, j'aménage dans ces temps-là aussi les temps de visite, par exemple, chez ma fille ou pour accompagner mon fils chez le médecin ou autre. Voilà, c'est une question d'aménagement. Et j'aimerais bien aussi qu'on parle du rapport avec le côté associatif de la maladie de Huntington. Parce que pour moi, c'est assez particulier. J'ai toujours eu, au fond, une certaine réticence à m'engager dans des associations, par exemple, pour une pathologie ou pour un hobby quelconque. Et avec toujours cet arrière-fond de dire de toute façon, je vais y arriver tout seul. Voilà. Donc je ne suis pas dans ceux qui tout de suite ont le réflexe de se faire porter par, un contexte chaleureux, porteur de présence sympa et tout. J'aime beaucoup les gens, c'est pas du tout ça. Mais tu vois, c'est vraiment par rapport à la structure associative. À un moment donné, j'avais quand même des contacts téléphoniques avec l'association Huntington Avenir, où là, j'ai des personnes qui m'ont vraiment apporté des conseils importants, mais j'avais toujours plus ou moins le sentiment que ça m'apportait un peu, mais j'avais pas plus besoin que ça. Et finalement, je me suis rapproché de l'association Huntington France, il n'y a pas très très longtemps, mais d'une façon formelle et plus volontaire, parce que je me suis rendu compte, comme il est toujours temps de se rendre compte des choses, que j'avais tout à y gagner. Ça n'entravait en rien mon espace d'initiative et de liberté, et que dans tout ce que je peux mettre à disposition pour mes enfants, c'est-à-dire les filières de rechercher telle ou telle ressource, les aides et compagnie, évidemment, dans un premier temps, je le fais pour mes proches, mais que je pouvais aussi probablement aider des gens qui sont là, pas très loin de chez nous, et dans la même situation, et dans les mêmes galères. Voilà. Et c'est ce qui m'a motivé à arriver plutôt avec une forme de proposition
que comme demandeur. Et quand je dis proposition, c'est vraiment en toute humilité, parce que je suis comme tout le monde. En plus, on voit bien que suivant qu'on se trouve à Marseille, à Rodez ou à Nantes, les contextes sont pas du tout les mêmes. Tout à fait. Donc à chaque fois, les données changent. Mais voilà. Et là, il y a une dimension d'entraide qui me paraît très, très importante. Parce que toi, au sein de l'association Huntington France, tu es ce qu'on appelle une antenne locale sur Marseille, c'est ça ? C'est tout nouveau. Ouais. C'est tout nouveau. C'est Voilà. nouveau, mais donc généralement par département, il y a une ou deux personnes généralement qui sont répertoriées par l'association, et tu es en fait un relais local quand il y a des questions tout à fait typiquement locales, par exemple une orthophoniste à domicile. Le siège parisien ne pourrait jamais donner une quelconque indication sur un orthophoniste à domicile à Marseille. Toi, tu as des contacts, tu as sûrement testé un ou plusieurs, et donc tu peux fournir ce genre de renseignements. Alors, c'est intéressant, puisque tu parles d'orthophoniste. Il se trouve pour ma fille, eh bien, ma foi, trouver un orthophoniste, trouver un kiné qui vient et qui est hyper engagé, c'est un type extraordinaire. Et l'orthophoniste aussi, elle m'appelle. Ça s'est bien passé. Par contre, pour mon fils le plus jeune, je suis un peu excentré par rapport à Marseille. Je suis entre Marseille et Aubagne. Et voilà maintenant des mois que on est en recherche pour trouver un orthophoniste. Parce qu'il y a apparemment une pénurie. C'est un peu comme quand on cherche un studio à louer. Il faut donner 36 000 coups de fil et puis on te répond non, liste d'attente et ainsi de suite et ainsi de suite. Et ça a été en fait le déclencheur. Par rapport à l'association Huntington, je me suis dit, c'est pas possible. Après avoir appelé aussi à la Timone, après avoir appelé Françoise Pierneau, ici à Marseille, qui me dit, oui, mais moi, depuis 15 ans, je connais qu'une orthophoniste. Voilà, elle m'a donné le tuyau qui n'a pas abouti. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. On peut pas à chaque fois tout redémarrer à zéro. Et pourquoi pas, tout simplement, je commence à faire un dossier de personnes qu'on peut contacter justement en tant qu'orthophoniste ou kiné et des gens qui sont volontaires. C'est pour mettre en place ça. Puisque tout le monde était complètement au point zéro là-dessus. C'est ça qui m'a motivé. Non, mais c'est quelque chose qui te prend un peu de temps, mais qui est pérenne pendant des années. C'est-à-dire que l'orthophoniste, pendant des années, elle travaillera. Et ça aide énormément, ça fait gagner beaucoup de temps et ça enlève beaucoup de soucis à ceux qui te demanderont toutes ces infos. Oui, j'espère. Oui, c'est sûr. Alain, malgré tout ça, tu as dit que tu t'arrives quand même à avoir une vie personnelle avec des hobbies, une vie sociale. Oui. Je pense que c'est loin d'être le cas pour tous les aidants. Parce que bien souvent, quand Huntington arrive, c'est le monde qui tourne autour de Huntington et puis l'inverse. Comment tu fais pour ça ? Comment je fais ? Oui, d'abord, comment je fais ? C'est d'abord d'avoir vraiment acté en moi que je ne peux pas justement entrer dans un processus d'isolement où tout tournerait autour de la maladie de Huntington. Et pourtant, là, oui, je parlerai d'intégration, c'est-à-dire que malgré tout, la maladie est très présente au travers toutes ces démarches, mais aussi des coups de fil avec mes enfants et avec tous les aidants. Néanmoins, j'ai l'impression que c'est peut-être un processus inversé. Je me dis que c'est pas la maladie de Huntington qui doit conditionner tout le reste de l'existence, mais c'est toute la richesse de la vie avec tout ce qu'on peut trouver d'extraordinaire dans les relations, dans les lectures, dans les spectacles, les sorties, tout ce qu'on peut avoir. Et c'est tout ça qui doit venir nourrir tout ce qu'on a à faire ensuite dans le champ particulier qui concerne la maladie de Huntington. Tu vois, c'est une question de rapport inversé. Voilà. Mais sinon, j'entends bien qu'on peut facilement se laisser
enfermé en quelque sorte, et c'est probablement ça qui a fait aussi que je n'ai pas depuis si longtemps entamé une relation comme ça de type associatif avec Huntington France ou autre, tu vois. Ouais. C'est l'idée, de dire, au fond, on pourrait dire en résumé, la vie est beaucoup plus forte que tout ça. Hein. Alors après, on le situe dans nos propres contextes, là, celui de Huntington, mais en même temps, Huntington ou plein d'autres choses aussi, hein, parce que c'est pas ça non plus qui devient le centre de notre vie. Ça j'en suis convaincu. Enfin, quand je dis de notre vie, c'est autant en tant qu'aidant que personne concernée par la maladie elle-même. Oui, bien sûr. Hein, je pense que le malade de Huntington ne doit jamais se laisser réduire à être un malade de Huntington. Sinon, c'est fichu d'avance. Ah oui, tout à fait. Ouais. Voilà. C'est un poids, la maladie de Huntington, c'est un poids qui est très lourd à porter. Il y en a qui sont submergés par ça. Il y en a d'autres qui y arrivent, comme par exemple ton fils qui est très proactif et tout ça, mais il a beaucoup de chance d'être comme ça parce que c'est pas la majorité. Oui. Mais tu sais, je pense à l'après-midi de samedi, là, il y a 15 jours, quand à la fin de ton exposé, quand tu as parlé du diagnostic qui te concernait, et tu as dit, on sait ce qui nous attend. Et ensuite, la personne, je me souviens plus son nom, hein, qui a dit, là, je suis pas d'accord avec Thomas, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. C'est le docteur Bachoulévi, en effet, qui répondait. Voilà, c'était ça. Hein. Et elle t'a repris, là, elle a dit non, c'est une donnée qui arrive dans ta vie, certes, et l'important c'est de ne pas non plus nier ça, mais au fond, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie quelque chose jusqu'à un certain point. Et seulement un certain point. Le reste, c'est toi qui détermine. Voilà, ça, je suis convaincu de ça, et je pense que là maintenant, parlant en tant qu'aidant, c'est important de se dire ça. Hein. C'est une donnée, c'est pas la plus simple, mais il y en a tellement d'autres. Oui, je suis d'accord. Bon, moi, en fait, dans cette phrase, je trouve qu'aussi la grande différence, c'est que quelqu'un comme tes enfants ou moi qui ont vu grandir de la famille avec Huntington a fait partie de ma vie tout le temps, en fait. Même si je ne savais pas vraiment ce que c'était au départ, je l'ai toujours vu. Et je pense en tout cas pour ma part, j'ai réussi plus facilement à me projeter, même si demain la maladie arrive, que quelqu'un à qui on annonce ça du jour au lendemain, qui apprend, comme toi, tu as pu l'apprendre, que ton ex-femme était atteinte de ça, mais que tous tes enfants avaient la possibilité d'être atteints de ça. À ce moment-là, pour moi, c'est beaucoup plus dur quand tu es dans cette posture-là, en fait. Quand tout te tombe dessus en même temps. Oui. Là, moi, j'ai vécu quand même un aspect important de l'aspect familial dont on parle. C'est que, comme j'ai expliqué, mes enfants eux-mêmes ont vécu le processus de la maladie avec leur maman. Hein. Donc, quelque part, ils avaient en eux toutes les images, tout ce que ça comporte jusqu'à la fin de la vie. Hein. Et pour moi, quand on en parle, le plus important, c'est de se rendre compte que ça ne doit pas être ça qui est déterminant. C'est-à-dire, ils doivent quelque part, même si ces images sont imprégnées en eux, puisqu'ils étaient tout enfants, et ils ont vécu ça avec tout l'émotionnel et l'affectif qui va avec. Hein. Néanmoins, ça ne doit pas être non plus vécu comme un schéma immuable et dire voilà, c'est ça qui va m'arriver. Hein. Et ça, il y a des très 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 fortes raisons de penser ça. Par exemple, quand je vois ce qu'on a vécu, c'était en gros dans les années 90 et celles qui ont suivi, quelles étaient les connaissances, quelles étaient les ressources par rapport à ça pour y faire face. Et quand on voit là où on en est maintenant, il y a une évolution énorme.
Hein, donc ne pas se laisser non plus conditionner par ce qu'a vécu la maman pour dire eh bien moi si je suis concerné par ça maintenant voilà ce qui va m'arriver. Ça c'est pas du tout juste de penser ça. Hein. Il y a une force de positivité qui ne doit pas être simplement la méthode Coué, hein, tout ira bien, vous verrez. Non, il y a des raisons objectives de ne pas se laisser limiter par ça. Non, mais je te rejoins totalement sur cette réflexion. J'ai senti cette positivité aussi quand tu as parlé, et puis aussi, voilà, toutes les personnes qui ont parlé samedi, là, on voit que, oui, la vie, au fond, est bien plus forte et bien plus riche. Donc pour ceux qui nous écoutent, quand on parle de samedi, c'était le rendez-vous de l'association Huntington France qui s'est faite par visioconférence dans la journée du samedi, j'ai plus la date en tête. Alain, on arrive à la fin. Est-ce que tu aurais un dernier mot, un conseil sur lequel tu voudrais terminer ? Oui, ce que je peux dire, c'est une sorte de résumé de tout ce qu'on a évoqué avant. C'est faire tout ce qu'on peut pour ne pas vivre cette pathologie, comment dire ça, par en dessous, c'est-à-dire sentir toujours qu'on est au-dessus de la situation, qu'il y a des mauvaises surprises, mais on n'imagine pas non plus toutes les bonnes surprises qui nous attendent sur ce chemin-là, c'est-à-dire des rencontres, des qualités humaines qui, au fond, donnent vraiment le sens à la vie. Parce qu'évidemment, la question du sens, on se la pose. Hein, on se dit, mais à quoi bon tout ça et pourquoi ? Et s'il doit y avoir un sens, eh ben, je pense que c'est à nous de le donner, le sens. Et le donner avec cette confiance dans la vie qui nous porte. Ce serait ma conclusion. Ne pas subir. Bon, merci Alain, en tout cas, ça fait toujours du bien d'entendre un message positif. Et toujours de garder le sourire comme tu le fais. Merci Thomas, à toi aussi, tu es dans le même mouvement. Ouais, c'est bien. Tout à fait. Bon, merci pour ton Alain. Écoute en tout cas. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout cet épisode. Je vous rappelle que l'association Huntington France est là pour vous et que la meilleure manière d'être informé de la recherche et de la prise en charge de la maladie, c'est d'adhérer à l'association. Merci à tous et à bientôt.